La quête du patient pour se renseigner sur son état de santé existe depuis toujours. Mais depuis le XIXe siècle, les médecins ont acquis le monopole dans le diagnostic du patient et dans son traitement. Le savoir du patient est alors marginalisé. Une épidémie qui s'est déclarée dans les années 1980 a bouleversé ce nouveau rapport de force entre le médecin et le patient. Le VIH, virus dont la transmission se fait le plus souvent par contamination du sang, brise le système immunitaire du patient qui est exposé à toutes les maladies. On observe une recrudescence de la peur associée à ces malades, particulièrement envers les homosexuels qui constituent la majorité des cas diagnostiqués en Amérique du Nord et en Europe. La colère monte parmi les premières associations de patients qui revendiquent le droit au traitement et à une totale transparence. Cette revendication est exposée au grand jour au Canada pendant la conférence de Montréal qui se déroule du 4 au 10 juin 1989. Une manifestation s'est tenue avant l'ouverture de l'événement. Les patients atteints du VIH revendiquant leur droit à être informés. Mais alors, quand une épidémie dont on ne connaît rien se déclare, quand il n'existe aucun traitement pour les porteurs de la maladie, le droit des patients à être informés est-il toujours respecté ? Pour comprendre si les patients savent quelque chose et parce que notre santé a une histoire, je serai accompagné d'Alexandre Klein, docteur en histoire et philosophie des sciences, dont les travaux portent sur l'histoire des pratiques et discours de santé à l'époque contemporaine. Je suis Thomas Lebouc et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de La Piqûre de Rappel, le podcast de Dicopolis. Nous sommes en guerre. Il est complètement fou ce mec. Mais moi les dingues je les soigne. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Je suis pas du tout autiste. Le sida, une maladie que craignent avant tout les homosexuels, les toxicomanes, les hémophiles. Mon docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, là. Vous êtes fou mon petit. Le patient est un élément central de ce sujet. Pour comprendre les relations entre le patient et le médecin, j'ai interrogé Alexandre Klein sur l'élément sémantique de la chose. Pourquoi appelle-t-on un patient patient ? Le terme patient, il s'impose vraiment au XIXe siècle, mais il existe avant, le terme patient, puis il se rapporte à celui qui est soumis à des soins médicaux. Sous-entendu, celui qui souffre. Le patient, c'est celui qui est un pathos, celui qui est en train de souffrir de quelque chose. Et pendant longtemps, en tout cas pendant peut-être le XIVe, XVe, XVIe siècle, le patient, c'est d'abord celui qui subit une opération chirurgicale. C'est celui qui est entre les mains d'un chirurgien et donc qui ne peut rien faire pendant ce temps, qui est soumis à ces soins-là. La figure du patient est ancienne. Dès l'Antiquité, il est celui qui est soumis à des soins. Pour ce qui est du soignant, c'est tout à fait différent. Avant la Révolution française, les médecins ne représentent pas la majorité des soignants et pour deux raisons. Leur rareté et leur réputation. En effet, on n'accorde que peu de confiance aux médecins au profit des chirurgiens qui sont les soigneurs par excellence. Alors, pendant longtemps, en tout cas pendant une bonne partie de la période moderne, puis pendant le siècle des Lumières, on va plus faire confiance aux chirurgiens, par exemple, pour une raison simple, c'est qu'il est plus disponible sur le terrain. Donc, c'est lui qu'on voit le plus dans les campagnes. Donc, les gens sont plus habitués à le voir. Et puis, les médecins, ils ont une espèce de mauvaise réputation. Vous connaissez la pièce de Molière et la manière dont les médecins sont décrits dans Molière. Ça traduit quand même quelque chose d'une certaine réalité de la vision qu'a la population, en France notamment, des médecins, qui sont des gens qui sont enfermés dans des salons parisiens ou dans les grandes villes et puis qui ont des débats un petit peu théoriques sur les maladies, mais qui sont très très loin du quotidien des malades et surtout de la réalité charnelle de leur maladie parce que pendant longtemps, les métiers de santé ont été divisés en deux. Donc, les chirurgiens avaient s'occuper des maladies du corps, qui touchaient au corps, ils pouvaient ouvrir le corps, ils pouvaient toucher le corps. Les médecins s'occupaient d'autres types de maladies qui ne nécessitaient pas ce même rapport au corps. Et donc, ils avaient une espèce d'éloignement à la fois des patients dans le quotidien, mais aussi dans leur approche des maladies. Et donc, de ce fait-là, même si les médecins peuvent, de notre point de vue à nous,
aujourd'hui être détenteurs d'un savoir parce qu'ils ont écrit des livres, parce qu'on peut retrouver des traces de ces savoirs-là. En fait, au quotidien, c'était plutôt les chirurgiens ou même des soignants moins professionnels, mais plus présents sur le terrain, plus au courant des maladies qui étaient rencontrées par les personnes et plus proches aussi des soins qu'ils pouvaient donner, qui avaient le plus la confiance des malades. C'était peut-être moins une question de savoir qu'une question de proximité, une question d'accessibilité et une question d'efficacité aussi, parce que derrière leurs grands discours et leurs grandes théories médicales, par exemple au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, les médecins, ils sont encore très peu efficaces. Ils soignent peu, ils ont peu d'impact sur les santé des populations, contrairement à tous les autres soignants, les rebouteux, les guérisseurs, même les religieux qui vont offrir des soins, et surtout les chirurgiens barbiers qui, eux, vont remettre les membres en place, épurer des plaies, etc., etc. Donc avoir des pratiques beaucoup plus curatives que les médecins qui ont peut-être moins d'impact direct sur la santé des populations à cette époque-là. La diversité de choix des soignants est une aubaine pour les patients. Ils peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, de plusieurs diagnostics pour être soignés dans les meilleures conditions possibles. Mais une question subsiste encore. Est-ce que le patient est passif dans le diagnostic ? Autrement dit, le patient participe-t-il aux décisions ? Les patients ont toujours participé aux soins et aux décisions de soins. Pour une raison simple, c'est que pendant des milliers d'années, il n'y avait pas de monopole de la santé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de profession unique qui s'occupait du domaine de la santé et de la maladie. Des professionnels, des médecins, des chirurgiens, des barbiers, des moins professionnels, des guérisseurs, des soignants de campagne ou des religieux qui offraient des soins. Donc, il y avait un certain nombre de soignants qui étaient disponibles sur le marché du soin. Et au sein de ce marché du soin-là, le patient, il avait un peu le pouvoir parce qu'il pouvait choisir d'aller voir tel ou tel soignant, mais aussi de les mettre en concurrence, de les faire discuter entre eux, de les opposer. Et puis, si ça n'allait pas avec son médecin, il pouvait partir puis aller voir un autre soignant. Donc, quelque part, le malade, il a toujours eu le gros bout du bâton en un sens. Alors, après, il ne faut pas se leurrer non plus. Pendant très longtemps, il y avait très peu de médecins. Il y avait beaucoup plus d'autres soignants que les médecins. Et les médecins, ils n'avaient pas non plus une très bonne réputation. Donc, les patients, ils avaient plus tendance à aller voir d'autres soignants plus proches parce que les médecins étaient principalement en ville alors que la majorité des patients étaient en campagne. Et donc, la relation avec le patient, entre le patient et le médecin, elle était différente qu'elle est aujourd'hui où le médecin, il a acquis un monopole sur les questions de santé et de maladie. Donc, si on veut traiter de la maladie et de la santé, il faut passer par un médecin. Et donc, le pouvoir s'est renversé à partir du moment où le médecin il a acquis ce monopole-là. Mais pendant des centaines d'années avant, et c'est particulièrement le cas au XVIIIe siècle, où à la fois le médecin s'affirme de plus en plus, mais aussi il y a beaucoup de professions médicales qui se dessinent, et on voit des patients qui n'hésitent pas à critiquer leur médecin, qui n'hésitent pas à prendre d'autres médecins pour concurrencer les avis, qui n'hésitent pas à mélanger les différents soignants et à construire leur propre parcours de soins en fonction de ce qu'eux ils veulent et de ce qu'eux ils ressentent. Et donc, dans ce sens-là, ils ont une certaine agentivité, en tout cas, ils ont un certain pouvoir en tant qu'acteurs, à la fois de la relation médicale, mais aussi de tout le parcours de soins qui est le leur. Malgré le fait que le patient participe aux décisions, son statut va se dégrader au XIXe siècle au profit de la profession des médecins qui prend de plus en plus d'importance. Le patient est alors exclu. Il est celui qui attend pour recevoir les soins appropriés. Mais cette situation change à la fin du XXe siècle. Un mal nouveau fait son apparition, le sida. Ses conséquences dans le changement de la relation patient-médecin va être considérable. Alors, l'épidémie de sida, elle a eu vraiment un impact important sur la relation entre les soignants et les soignés, entre les médecins et les malades, parce que l'épidémie de sida, elle a fait apparaître sur la place publique la revendication vraiment politique des malades, de dire on veut que la médecine se passe autrement, et pas simplement la relation avec le médecin. On veut aussi que le savoir médical se construise autrement, on veut que la prise en charge des malades au niveau institutionnel se passe autrement, parce que pendant l'épidémie de sida, on était dans une épidémie mortelle, très mortelle, et on avait une médecine qui était assez désemparée vis-à-vis de cette épidémie-là. Elle ne savait pas au début comment faire, et puis pendant longtemps, elle a été assez inactive, cette médecine-là, parce que ça a touché des populations assez marginalisées, parce que des populations avec lesquelles on avait du mal à interagir, et donc très très vite, les malades et les communautés en question se sont retrouvés tout seuls face à cette maladie-là. Et donc, ils ont revendiqué à la fois de la prise en charge en disant, nous, on veut être pris en charge correctement, on veut qu'il y ait de la recherche qui soit faite sur cette maladie,
on veut qu'il y ait un certain nombre de moyens de prévention qui soient rendus accessibles. Par exemple, on n'avait pas le droit de faire de la publicité sur le préservatif en France. Il y a des associations qui vont militer pour dire le préservatif, c'est un bon moyen de prévention contre le sida. Il faut avoir le droit de faire de la publicité dessus, il faut le légaliser, il faut que ce soit plus simple d'accès. Et donc, en faisant ça, en revendiquant un certain pouvoir face aux médecins, un pouvoir des patients, en réclamant des choses, en réclamant de la prise en charge, en réclamant des thérapeutiques qui étaient inaccessibles, en réclamant des moyens de valider ces thérapeutiques qui soient différents pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui meurent, eh ben, ils vont s'affirmer, les malades du sida et les associations qui les représentent, comme des acteurs importants du monde médical face au pouvoir médical. Donc, ils vont vraiment critiquer le pouvoir médical et s'imposer comme des acteurs face à ce pouvoir-là. Donc, en ce sens-là, l'épidémie de sida elle a été importante. On a parlé d'une épidémie politique parce qu'elle a vraiment transformé la place politique des malades dans l'espace public. Et d'ailleurs, la loi Kouchner dont vous parliez, la loi du 4 mars 2002, la loi qui reconnaît le droit des patients à l'information, elle découle directement des mobilisations qui ont lieu dans les années 80 et 90 dans le cadre de l'épidémie de sida. Il y a vraiment une ligne historique qui s'instaure entre les mobilisations des malades pendant l'épidémie de sida et la reconnaissance des droits des malades en France au début des années 2000 et l'instauration de ce qu'on a appelé une démocratie sanitaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la mobilisation des malades du sida, elle n'apparaît pas du jour au lendemain comme ça. Elle se nourrit au contraire d'une mobilisation précédente et elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue de revendication des patients. Tout au long du XXe siècle, on va voir sous différentes formes des patients, des associations de patients, des associations de familles de patients revendiquer à la fois un peu plus de pouvoir dans la relation de soins, à la fois un peu moins de pouvoir pour les médecins, et donc sous différentes formes, que ce soit les grandes associations de blessés de guerre suite à la Première Guerre mondiale, ou que ce soit les grandes associations de maladies rares qui naissent dans les années 40, 50, elles vont revendiquer des prises en charge différentes, des accès à des traitements, une relation avec les médecins qui reconnaissent une partie d'autorité des patients. Et donc, toutes ces initiatives-là, jusqu'aux grands mouvements féministes et aux mouvements féministes qui vont revendiquer la liberté d'accès à leur corps, la liberté d'utilisation de leur corps, qui vont revendiquer une médecine sexuelle différente, qui vont revendiquer l'accès à l'avortement. Donc tous ces mouvements sociaux-là et ces événements sociaux, ils participent progressivement au cours du XXe siècle à une affirmation, à une autonomisation des patients, à une affirmation de leur pouvoir comme des acteurs à part entière de la relation de soins et du système de santé. Et donc l'épidémie de sida, elle arrive un peu comme l'apogée de ce mouvement-là, et un apogée qui est poussé par les conditions extrêmes de l'épidémie, qui est très mortelle, la déstabilisation complète de la médecine face à cette épidémie, face à laquelle au début elle est complètement impuissante, et aussi l'abandon d'un certain nombre de gouvernements, notamment le gouvernement français, qui va mettre beaucoup de temps à réagir, qui va mettre plusieurs années à mettre en place des campagnes de prévention, qui en plus au départ vont s'adresser uniquement aux hétérosexuels, alors que la majorité des gens qui sont touchés sont des homosexuels. Et donc entre 1981 quasiment et 1989, il y a uniquement les associations de patients qui sont à l'avant de la bataille, au front de la bataille contre le sida. Donc ça va énormément changer les choses. Et comme je vous l'ai dit, ça va avoir un impact réel sur la législation, notamment la reconnaissance d'un certain nombre de droits pour les patients en France. Il est intéressant de se demander qui sont les populations à risque. Finalement, est-ce qu'on peut dresser un portrait robot du malade atteint du sida ? On peut totalement faire un portrait du malade du sida dans les années 80. C'est que dans les années 80, ce qu'on constate, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir des difficultés à la prise en charge de cette épidémie, c'est qu'au départ, elle touche des communautés qui sont très particulières. Donc au départ, c'est vraiment la communauté gay, la communauté homosexuelle, d'abord des hommes homosexuels qui sont touchés. D'ailleurs, on va parler de cancer gay dans les premières années. On va avoir ce genre de termes assez difficiles. Donc, c'est beaucoup de communautés gays, mais c'est aussi d'autres communautés. On a parlé des 4 H, donc les homosexuels, les hémophiles, les haïtiens et les toxicomanes, les héroïnomanes. Et donc, on voit ces populations-là qui sont touchées, qui sont beaucoup des populations marginalisées dans la société. Et donc, ça va aussi participer au retard de la prise en charge par l'État de cette épidémie.
Mais de fait, dans la photo dans laquelle on parle, c'est avant tout des représentants des communautés gays qui sont présents. Parce que la maladie a d'abord et fortement touché la communauté gay. Or, la communauté gay était déjà, pour des raisons historiques, parce qu'elle était marginalisée, parce qu'elle était non reconnue, était déjà une communauté qui était forte socialement, donc qui était déjà organisée autour d'associations, autour de groupes communautaires. Et donc, c'est sûr que la réponse à l'épidémie de sida, elle va plus facilement s'organiser du côté des communautés gays, parce qu'elles sont déjà existantes, ces communautés. Elles sont déjà existantes en tant que communauté. Elles ont déjà l'habitude de lutter contre l'homophobie, pour la reconnaissance de l'homosexualité, ou pour la décriminalisation d'abord, puis la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Donc, elles ont un historique de la lutte aussi, ces communautés-là. Donc, c'est sûr que la lutte contre le sida, elle va plus s'organiser et se cristalliser autour des communautés gays. Et notamment, c'est le cas à Montréal. Et donc, c'est pour ça que sur la photo, on voit beaucoup des hommes, parce que c'est beaucoup des hommes qui sont touchés, puis c'est beaucoup des communautés gays homosexuels hommes qui sont à l'avant de ça. Et puis, ils sont jeunes parce que c'est une population assez jeune, mais aussi parce que le sida tue très, très vite à cette époque-là. Et donc, on voit des gens très, très vite mourir. Très jeunes, à 35, 40 ans, les gens meurent du sida. Donc, ça participe peut-être aussi de cette jeunesse qu'on peut voir sur l'image. En tout cas, on le voit aujourd'hui en tant qu'historien, on a de la difficulté, par exemple, à avoir des témoignages sur cette époque parce que, de fait, il ne reste plus beaucoup de gens pour parler de cette époque-là. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et donc ça, c'est quand même un élément très important. Et c'est aussi un élément qui a permis de mobiliser les communautés. Parce qu'on était dans des communautés qui étaient soudées, qui se connaissaient bien. À Montréal, il y a ce qu'on appelle le village gay. Donc c'est un quartier qui rassemble plus la communauté gay, qui a accueilli plus la communauté gay. Puis dans ce village-là, les gens, ils se connaissaient. Puis du jour au lendemain, ils voyaient leurs amis tomber les uns après les autres, mourir par centaines, par milliers de personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et ça a aussi soudé ces communautés-là, qui ont peut-être été plus à même ensuite de se mobiliser pour lutter, pour engager de la lutte contre cette épidémie. Et d'ailleurs, on le voit, puis c'est très montréalais, on voit des affiches en anglais, des affiches en français, ça c'est très représentatif du Québec, mais aussi à la fois de l'influence de ACT UP New York qui est venu infuser, aider, soutenir cette mobilisation-là en 89, mais aussi de la diversité dont veut se revendiquer le mouvement à ce moment-là en termes linguistiques. On a même des affiches dans d'autres langues pour essayer de toucher le maximum de communautés à Montréal et en dehors en Amérique du Nord. C'est un événement en particulier qui va changer les choses. La conférence de Montréal du 4 au 10 juin 1989. Les sommités du milieu médical se réunissent pour parler de cette épidémie de sida dont les contours sont encore méconnus. Mais la conférence ne va pas se dérouler comme prévu. Alexandre Klein revient sur cette conférence. En effet, du 4 au 10 juin 1989 a lieu à Montréal la conférence annuelle internationale sur le sida. Donc à partir de 1985, les scientifiques du monde entier commencent à se réunir chaque année pour essayer de faire un point sur cette épidémie qui gagne en puissance, mais face à laquelle on n'a toujours pas de solution. Donc, les premiers cas sont apparus en 81. En 85, les scientifiques du monde entier se réunissent à Atlanta pour la première fois et ils vont se réunir chaque année à partir de ce moment-là. Ce qui arrive en 89, c'est que c'est une réunion de scientifiques, donc comme à chaque année, elle se passe à Montréal, et donc elle est pour les scientifiques, par les scientifiques. Donc environ 6000 scientifiques qui se réunissent là, puis il y a un certain nombre d'activités qui sont organisées. Et ce qui se passe à Montréal pour la première fois et qui va avoir un impact sur la suite, c'est que lors de l'ouverture de cette conférence, qui est une conférence uniquement scientifique, encore une fois, les patients ils vont se mobiliser. Donc il va y avoir une manifestation, l'ouverture de la conférence, donc la cérémonie d'ouverture, puis les discours d'ouverture par les premiers ministres, puis par les représentants politiques, va être interrompue par des dizaines de malades qui vont rentrer sur la scène avec des pancartes en revendiquant un droit à la parole, en disant le sida, ce n'est pas seulement une maladie scientifique, pas seulement une maladie qui a des enjeux scientifiques, qui a des enjeux médicaux, c'est aussi une maladie qui a énormément d'enjeux sociaux et politiques. Pour les raisons que je vous ai précisées précédemment, c'est-à-dire qu'elle touche des communautés particulières, il y a un manque d'investissement des gouvernements dans la lutte contre cette maladie, et il y a une non prise en compte encore de tous les travaux et de toutes les mobilisations qui sont faites par les patients. Et donc les patients, ces associations de patients-là, en fait, c'est un espèce de mélange d'acteurs montréalais, de communautaires montréalais, de patients montréalais, et puis de
de gens qui sont venus de New York, et notamment de gens de ACT UP New York, donc qui a été créé 2 ans auparavant, et qui va infuser cette mobilisation. Et donc, l'ouverture de cette grande conférence scientifique, elle est bouleversée par les patients qui revendiquent des droits, qui revendiquent le droit à la parole et qui revendiquent qu'on prenne en compte leur regard. Et donc ça va marquer toute la conférence. À la fois, les scientifiques sont un petit peu déstabilisés, ils ne comprennent pas vraiment. Eux, ils se réunissent pour parler entre eux de choses scientifiques, pour essayer de faire avancer la maladie, puis ils ne comprennent pas encore vraiment les enjeux d'intégrer le regard social des patients sur cette maladie-là. Et en même temps, c'est aussi ce qui va faire la célébrité de cette conférence. Parce que pendant une semaine, tous les journaux vont parler de l'impact de la place des malades, du rôle des malades dans l'épidémie de sida. Et à partir de cette conférence de 89, toutes les autres conférences vont accepter et vont laisser une place en fait aux patients. Donc les patients vont vraiment rentrer dans ces conférences scientifiques comme des voix à part entière, donc comme des acteurs scientifiques à part entière, à partir de cette conférence de 89. Donc en ce sens-là, elle a un grand impact dans l'histoire du sida. Après, elle a très peu d'impact en France quelque part, parce que c'est un événement très peu connu en France. Le lien le plus fort qu'il y a entre cette conférence-là et la France, c'est que un des panélistes, une des personnes qui est invitée à parler pendant cette conférence, c'est Daniel Defer, qui est le créateur de AIDS. Donc, Daniel Defer, c'est un sociologue qui a été le compagnon du philosophe Michel Foucault. Et à la mort de Michel Foucault en 1984, Michel Foucault meurt du sida. Et il meurt du sida, mais dans un espèce de silence. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du sida de Michel Foucault. Les gens le savent, mais n'osent pas en parler. Donc, ça reste très secret. Et face à cette situation-là, Daniel Defer, il va créer une association qui s'appelle AIDS et qui va devenir une des principales associations de lutte contre le sida en France. Donc, il est invité en 89 à Montréal à titre de président de AIDS pour parler de l'engagement des associations. Et il fait un discours qui va devenir célèbre. Il va être publié dans Libération quelques mois plus tard, où il dit « Le malade est devenu aujourd'hui un réformateur social ». Et donc, c'est très intéressant parce que pendant cette conférence, se rencontrent en fait 2 voix, mais qui finalement ne se parlent pas vraiment. Celle des malades qui vont se mobiliser pour revendiquer des choses avec leur pancarte, et celle de Daniel Defer qui parle, mais qui n'est pas forcément entendu à ce moment-là, et dont les échos vont rebondir plus tard en France, mais avec cette idée que le malade il devient un acteur social important, un réformateur social. Donc il faut l'entendre, à la fois dans le cadre de cette épidémie, mais peut-être plus largement dans le cadre d'une réforme des institutions de santé, d'une réforme du système de santé, de la manière dont fonctionne le système de santé, et notamment d'un système de santé qui est très, très centré sur le médecin, sur le pouvoir du médecin, et qu'il faudrait rééquilibrer ce pouvoir du médecin, notamment en intégrant davantage de pouvoir, en accordant davantage de pouvoir aux patients. L'événement a l'effet d'une bombe. Dans les journaux locaux, on ne parle que de cela. À l'instar du Devoir, un quotidien d'information publié à Montréal, au Québec. Il a été fondé le 10 janvier 1910 par Henri Bourassa. Sa devise actuelle est « Libre de penser ». J'ai retrouvé d'ailleurs un papier relatant cet événement. Cette archive sonore vous est offerte par Hervé Guillemot. Nous sommes le 9 juin 1989. Le Devoir, qui est un journal québécois, fait le bilan de la 5e conférence internationale sur le sida qui s'est tenue à Montréal. Il donne notamment la parole au docteur Jean Robert, qui passe pour être un chef de file dans le domaine du sida. Citation. La 5e conférence internationale sur le sida est un véritable succès, en ce sens que, pour la première fois, et sans doute la dernière, on a vu cohabiter à Montréal l'aspect scientifique et la réalité sociale du sida. Des chercheurs, notamment des États-Unis, ont exprimé leur frustration devant la présence de militants de différentes allégeances et de personnes souffrant du sida ou porteuses du virus VIH qui ont profité de la rencontre pour faire entendre souvent très fort leurs messages, notamment dans les colloques et dans les séances thématiques. Certains ne se gênaient pas hier pour dire qu'ils en avaient assez d'entendre parler de condoms. Comme la conférence de 1990 aura lieu à San Francisco, on peut s'attendre à ce que le monde scientifique reprenne le dessus. Il est déjà rumeur d'une conférence parallèle. Pour le docteur Robert, le message des personnes atteintes était essentiel. Montréal, dit-il, est en train de changer quelque chose, parce qu'il a donné un visage au sida. Il était évident, note le docteur Robert, qu'on n'annoncerait pas à cette conférence de grandes découvertes scientifiques.
On pouvait déjà le prévoir à la conférence de Stockholm. Il ne saurait donc y avoir de déception de ce côté. Au-delà des microbes, poursuit-il, il y a des doses purifiées de pensée sociale qui vont amener une meilleure compréhension du sida. Le fait que les autorités politiques canadiennes et québécoises, notamment, ont été interpellées au cours de la conférence aura sûrement des effets bénéfiques, estime le docteur Robert. Il est convaincu que cela devrait amener dès cet automne des programmes plus efficaces. En lien avec l'actualité, la crise de coronavirus a été difficile à appréhender du fait de la méconnaissance de ce nouveau virus. J'ai demandé à Alexandre Klein si nous pouvions faire un lien entre l'épidémie de sida et l'épidémie de coronavirus. Qu'est-ce qui se passe dans la pandémie? On se rend compte que on croit encore beaucoup dans la pandémie à des mesures médicales. La preuve, c'est que tout le monde attend le vaccin comme le sauveur de la pandémie, alors qu'il y avait peut-être des moyens plus sociaux, plus politiques aussi de gérer cette pandémie-là. Il y avait des choix peut-être plus sociaux et finalement, tout le monde se fie à ce médicament, à ce vaccin qui va venir sauver l'épidémie, alors que encore une fois, la pandémie, et je pense que la pandémie de Covid-19 nous l'a bien rappelé, une épidémie, c'est un problème médical, mais c'est surtout un problème social et politique. Et s'il y a une épidémie qui nous l'a rappelé, c'est le sida, mais c'est aussi la Covid-19. On l'a bien vu au cours de l'année qui vient de s'écouler, à travers tous les pays, le fait que les pays aient des réactions différentes, le fait qu'il y ait des prises de position différentes des gouvernants par rapport à certaines situations, c'est une épidémie, c'est un problème social et politique avant tout. Et donc, la gestion de la pandémie, elle se règle aussi par des moyens sociaux et politiques, notamment en réduisant les inégalités de santé, en essayant de travailler pour réduire les risques qui sont liés à ces inégalités de santé pour des gens qui sont plus pauvres et donc qui sont obligés d'aller au travail parce qu'ils n'ont pas de travail en télétravail et qui sont plus exposés, etc., etc. Et on a des leviers sociaux et politiques pour lutter contre ça, qu'on n'a pas forcément, ça dépend des pays, mis en action. Et on a plutôt visé des mesures médicales strictes et restrictives en espérant un jour qu'un médicament, que la technologie médicale vienne nous sauver. Alors, ce qui est en train d'arriver, mais encore une fois, ça pose aussi d'autres problèmes sociaux et politiques, parce que même si on a la pilule en question ou le vaccin en question, il y a encore tous les problèmes sociaux et politiques de son application, de le rendre disponible, etc., etc. Donc, dans ce processus-là, moi, je m'interroge. Est-ce qu'on a vraiment entendu les patients de la Covid? Alors, quid des patients dont on parle, qu'on commence un peu à parler, mais dont on n'entend pas vraiment la voix, de ces patients Covid longs qui ont eu la Covid, mais qui sur des mois et des mois, alors ce n'est pas simplement le goût, l'odorat, mais qui ont des effets secondaires à long terme et qui sont en train de dire, moi, la Covid, pour moi, ce n'est pas un moment passager, c'est une maladie chronique. J'ai attrapé une maladie, puis je vais en avoir des effets tout au long de ma vie. Voilà. Moi, je n'ai pas eu l'impression de les entendre vraiment. Alors, en même temps, il faut relativiser. On est dans une pandémie, et puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les médecins, simplement parce que de fait, c'est eux qui ont apparemment la solution et les voies pour nous sortir de cette pandémie-là. Et heureusement. Et donc, il y a une étape de confiance, bien sûr, à avoir. Il est temps de conclure cet épisode. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter la notice relative aux événements de Montréal qui s'intitule « Montréal 1989 » sur Dicopolis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ainsi qu'à entendre ou à réentendre les podcasts de la piqûre de rappel. Je remercie chaleureusement toute l'équipe du podcast, Hervé Guillemins, Simon Peverelli et Salouane Bendris. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt.